Les guerres non déclarées sont devenues monnaie courante. Tragiquement, notre gouvernement mène des guerres préventives, autrement dit, des guerres d'agression, sans que le peuple américain ne s'en plaigne. Malheureusement, nous nous sommes habitués à vivre avec l'usage illégitime de la force par l'État. Pour construire une société vraiment libre, il faut comprendre et rejeter le principe même de l'initiation de la force. Et si parfois aimer son pays voulait dire qu'il fallait changer ou même abolir le gouvernement? Et si Jefferson avait raison? Et si le meilleur gouvernement, c'était celui qui gouverne le moins? Et si c'était dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort? Et s'il valait mieux mourir en se battant pour la liberté que vivre en esclave? Et si le moment le plus critique pour la liberté, c'était maintenant? Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 7 mai 2026. Max Blumenthal est avec nous. Max, je voudrais commencer par le président Trump hier dans le bureau ovale avec des enfants de 8 et 9 ans. Et mes amis, c'est un peu difficile à regarder, mais Max va nous en parler. Voici le président tenant des propos violents et grossiers devant des enfants. Ils n'ont pas d'armes. Alors imaginez, vous avez 200 000 personnes qui manifestent et 5 ou 6 types malades avec des armes. Et quand ils commencent à tirer, en plein dans la tête, vous voyez un homme tomber, puis un autre, et vous n'avez pas d'armes. Tout à coup, une femme s'effondre, une balle juste là, toujours au même endroit, puis une autre femme tombe. Et là, la rumeur commence à circuler. Et c'est la panique. Et ils se mettent à fuir. Et on ne peut pas laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire. Vous êtes peut-être trop jeune pour ça. Je ne sais pas si je veux. Enfin, ils savent sûrement. Ils savent probablement mieux que la plupart des gens. Mais on ne peut pas laisser une bande de fous avoir une arme nucléaire. Le président Trump, il n'y a jamais eu un homme qui mérite autant un prix Nobel. Il a mis fin à 8 guerres, y compris entre l'Inde et le Pakistan, qui auraient pu devenir une guerre nucléaire. 8 guerres. Et j'ai fait venir tout le monde, Gary, et je leur ai dit, vous savez quoi? On vient de battre tous les records. Et maintenant, on va devoir encaisser, parce qu'il faut aller jusqu'en Iran pour récupérer l'arme nucléaire. Ils auraient eu une arme nucléaire en 2 semaines. Souvenez-vous, on a envoyé ce magnifique bombardier B-2 et on a détruit tout leur potentiel nucléaire. C'était complètement anéanti, pour ceux qui ne le savent pas. On aurait eu un Iran doté de l'arme nucléaire, et peut-être qu'on ne serait même pas là aujourd'hui. Alors merci beaucoup. Et Bryson, merci à toi aussi. Tu as vraiment pris ça et tu l'as porté à un autre niveau. C'est vrai. Biden et le président Obama ont décidé que ce n'était pas important et ils se trompent complètement. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'il est capable d'Awesome Word? Eh bien, il y a beaucoup à dire. Il affirme que 4 ou 5 personnes malades, armées de fusils de sniper, ont tué 40 000 manifestants. Donc, en quelque sorte, il fait exploser le mensonge des 30 à 40 000 manifestants tués les 8 et 9 janvier. Et en même temps, Trump, dans une révélation précédente, une révélation involontaire, a dit que les États-Unis avaient armé les Kurdes et qu'ils avaient participé à ces soi-disant manifestations qui étaient en réalité des émeutes de changement de régime visant à renverser le gouvernement iranien. Et nous voilà, après 40 jours de guerre imposée à l'Iran, et Trump n'a atteint aucun objectif militaire. À l'approche du 28 février, quand Trump s'est allié à Israël pour tenter de décapiter le gouvernement iranien et toute sa direction, il était convaincu, après une réunion dans la Situation Room avec Netanyahou,
où le premier ministre israélien était assis en bout de table et Trump sur le côté, que ces frappes de décapitation allaient provoquer la capitulation de la République islamique. Il pensait que les manifestations reviendraient dans les rues, qu'elles submergeraient le gouvernement et les gardiens de la révolution et qu'elles prendraient le contrôle. Mais après tout ça, il n'a atteint aucun des objectifs militaires ou politiques qu'il avait annoncés au départ. Et avant le 28 février, Trump n'avait donné aucune explication au public américain sur les raisons de cette opération. Autrefois, on avait George W. Bush qui nous disait « Il faut arrêter les armes de destruction massive ». là-bas. Ils avaient déployé toute une série de mensonges sur des nuages en forme de champignons, des menaces de champignons nucléaires imminents. Et maintenant, il n'y a plus rien. Alors, après tous ces échecs, 40 jours de combat, puis un cessez-le-feu, puis les États-Unis qui prolongent ce cessez-le-feu unilatéralement, simplement parce que les négociateurs iraniens ne se sont même pas présentés à Islamabad, sachant très bien que ces négociations ne sont qu'un prétexte pour poursuivre la guerre et qu'elles n'ont aucune crédibilité. Donald Trump en est à expliquer à des gamins dans des écoles qu'ils vont être tués par l'Iran dans 2 semaines et qu'on serait face à une nouvelle crise des missiles de Cuba. Voilà son discours au public américain. Faire peur à des enfants au hasard. Et ça ne prend pas. L'opinion publique en a complètement fini avec cette guerre. Donald Trump est incapable de la poursuivre. Et en même temps, pour plusieurs raisons, il ne peut pas non plus s'en détacher. Et c'est ce qui, à mon avis, plante le décor du gigantesque échec du projet Freedom. Oh mais Max, ce sont 2 guerres différentes. Ils ont changé le nom de Fureur épique à Projet Liberté. Ça remet le compteur à 0. Voyons voir. Fureur épique a duré 6 semaines. Projet Liberté, est-ce qu'il a seulement tenu 6 heures? Epic Fury a commencé comme Epstein Fury et s'est terminé en Epic Fail. C'était un échec total. Le Washington Post rapporte maintenant ce que tout le monde savait déjà. L'Iran a dévasté les bases militaires américaines dans toute la région. Le journal indique, comme ceux d'entre nous qui suivaient la situation de près le savaient, qu'environ 230 installations militaires, sites, bunkers et radars valant des milliards de dollars ont été détruits, la plupart au Koweït et en Arabie Saoudite, sur les bases principales. La base aérienne d'Al-Udeid a aussi perdu ses principaux systèmes radars. Le Washington Post a rapporté aujourd'hui, en citant une source de la CIA, que l'Iran conserve encore 75% de ses stocks de missiles balistiques et de sa capacité de tir. Je pense que c'est une sous-estimation. Revenir à la guerre signifierait donc la destruction supplémentaire des bases américaines. Cela créerait un fossé encore plus grand entre les États-Unis et les États vassaux du Golfe dont ils dépendent, et qui était la pièce maîtresse de ce qu'on a appelé les accords d'Abraham ou les accords Epstein. On sait maintenant que l'Arabie saoudite et le Koweït ont tous deux refusé d'accorder aux États-Unis des droits de survol ou d'accès à leurs bases quand Trump a lancé le projet Freedom. C'est un signe à quel point Epic Fury a été un échec total. Le projet Freedom est lancé. Les États-Unis annoncent qu'ils vont escorter des navires à travers le détroit d'Ormuz. Aucune compagnie maritime n'accepte. Aucun assureur ne veut se plier à cette politique. C'est absurde, tout simplement. Les États-Unis affirment, ou plutôt Trump affirme, que la marine américaine fournira aux pétroliers la position des mines iraniennes, alors même que l'Iran a perdu la trace d'une bonne partie de ses propres mines. Aucune mention de la probabilité que des drones ou des missiles visent ces navires. Un pétrolier sud-coréen a été touché et ça a pratiquement marqué la fin du projet Freedom. Les États-Unis ont tenté d'envoyer quelques destroyers ou d'autres bâtiments, mais ils ont essuyé des tirs de semonce de la part de l'Iran. Trump déclare que la marine iranienne est totalement anéantie, que l'armée iranienne est détruite
et que plus important encore, son blocus naval des ports iraniens a complètement ravagé l'économie du pays. Et aujourd'hui, la CIA, via le Washington Post, affirme que l'Iran peut tenir au moins 3 à 4 mois sous le siège naval américain, alors que l'économie mondiale s'enfonce et que les engrais n'arrivent plus jusqu'aux agriculteurs américains du Midwest, au cœur même de la base électorale de Trump. Donald Trump, pendant une nuit entière, a publié des images générées par l'IA, a mis en ligne une photo, une image créée par IA, où on le voit tenir 5 ou peut-être 6 cartes Uno, ce qui, selon les règles du jeu, veut dire qu'il est en train de perdre. Et pourtant, il déclare qu'il a toutes les cartes en main. En réalité, il n'a absolument aucune carte à jouer, parce qu'il a clairement peur de retourner à la guerre et de voir la destruction des bases américaines, l'effondrement des États vassaux du Golfe, qui sont littéralement en train de se déstabiliser et de s'effondrer économiquement. Dubaï n'a que 10% d'occupation dans ses hôtels. Et malgré ça, il ne peut pas ne pas aller à la guerre, à cause de la pression israélienne et de son incapacité à simplement accepter l'échec. Résultat, il reste coincé dans une politique figée qui dévaste l'économie mondiale. Alors Trump dit qu'il a toutes les cartes. En réalité, il n'en a aucune. Et pour quelqu'un qui a passé sa vie dans la culture douteuse des casinos, les casinos Trump, il devrait savoir quand se coucher. Mais il ne le fait pas. Est-ce que les gens commencent enfin à se poser des questions? Pourquoi Israël aurait le droit d'avoir l'arme nucléaire et pas l'Iran? 39 démocrates de la Chambre ont maintenant posé cette question. C'est un vrai tournant, rien que le fait que quelqu'un ait osé le mettre sur la table. Laissez-moi retrouver cette lettre. C'est une lettre signée principalement par le caucus progressiste des démocrates. Le plus connu, c'est Joaquín Castro, elle est sous son nom. Et puis, on retrouve tous les noms familiers des démocrates les plus progressistes. Et ça soulève quand même une question. Pourquoi environ 150 démocrates à la Chambre refusent de signer cette lettre? Parce que franchement, ça paraît assez évident. Mais la lettre affirme que les États-Unis devraient mettre fin à leur politique consistant à reconnaître l'ambiguïté stratégique d'Israël concernant son programme nucléaire sur le site de Dimona, dans le Negev. Ce site est totalement hors de tout contrôle et grâce à la protection diplomatique américaine, il peut exister sans inspection de l'AIEA. Et la raison, c'est que les États-Unis mènent aujourd'hui une guerre aux côtés d'Israël contre l'Iran, soi-disant pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Or, si l'Iran dispose d'un programme nucléaire avec une capacité de percée, c'est parce qu'il a été la cible d'une guerre de changement de régime menée par Israël, une puissance nucléaire secrète ou ambiguë. Donc cette lettre a parfaitement du sens. Il est temps que les États-Unis reconnaissent qu'ils mènent une guerre contre une autre puissance nucléaire, que le Royaume-Uni participe aussi à cette guerre, et qu'il s'agit lui aussi d'une puissance nucléaire. Il y a là une certaine ironie. Les États-Unis ont en réalité aidé l'Iran à développer son programme nucléaire à travers l'initiative d'Eisenhower, Atoms for Peace. Le programme nucléaire iranien n'a pas commencé sous la République islamique, mais sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi. J'ai d'ailleurs visité le réacteur nucléaire de Téhéran, celui que Pahlavi avait fait construire à des fins civiles et qui est aujourd'hui devenu une source d'inquiétude. À l'époque, Israël aidait même à former les physiciens et les scientifiques nucléaires iraniens. C'est devenu une source d'inquiétude, parce qu'Israël craint que cela serve de moyen de dissuasion contre une guerre de changement de régime. Cette lettre met complètement à nu l'hypocrisie d'Israël. Elle mentionne Mordechai Vanunu, qui, à part Julian Assange et quelques autres, est l'un des lanceurs d'alerte les plus courageux de l'histoire.
Dans les années 70, il était technicien avec une habilitation de sécurité spéciale à l'installation nucléaire du Negev. Il a révélé à la presse internationale qu'Israël menait un programme nucléaire secret, développé avec l'aide des États-Unis et de la France. Depuis, Israël a traqué Vanunu, le traque encore, et l'a torturé toute sa vie. Le Mossad l'a capturé après l'avoir drogué. Je crois qu'ils ont utilisé un piège de type honey trap. Ils l'ont ramené en Israël, jugé, condamné à 20 ans de prison, ou peut-être à la perpétuité, et il a passé 11 ans en isolement total. J'ai d'ailleurs rencontré son frère il y a des années quand j'étais en Israël. Il m'a dit que cet isolement avait complètement détruit l'état mental de Vanunu. En fait, Israël était en train de le tuer à petit feu, en temps réel, par l'isolement et la torture, comme prix à payer pour avoir révélé ce programme. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à cacher. C'est désormais écrit noir sur blanc, sur du papier à en-tête officielle du Congrès. Un épisode que j'aurais aimé voir mentionné par Joaquín Castro et les démocrates de la Chambre, c'est le scandale du NUMEC, où du matériel nucléaire a été volé. De l'uranium hautement enrichi a été volé à l'usine NUMEC, la Nuclear Materials and Equipment Corporation, à Apollo, en Pennsylvanie. L'opération était dirigée par Rafi Eitan, qui faisait partie des dirigeants du Mossad à l'époque, un acteur clé dans le vol de secrets nucléaires américains dans de nombreux domaines. Et tout cet épisode a été dissimulé par James Jesus Angleton, un agent double de la CIA et du Mossad, qui dirigeait à la fois le dossier israélien de la CIA et ses opérations de contre-espionnage. Il est temps de comprendre comment Israël a obtenu sa capacité nucléaire. Pas seulement grâce à une coopération secrète avec les États-Unis et à une couverture diplomatique américaine, mais aussi en volant les secrets nucléaires des États-Unis, y compris des données provenant du laboratoire de Los Alamos. Voici ce que les Américains doivent comprendre. Israël possède un moyen de livraison que l'Iran n'a pas. Les missiles Jericho 2 et Jericho 3. Ce sont des missiles balistiques intercontinentaux avec lesquels Israël peut activer l'option Samson et frapper des cibles en Europe de l'Ouest, voire même aux États-Unis, s'il décidait de le faire. Israël a déjà utilisé le chantage nucléaire contre les États-Unis pendant la guerre de 1973, quand il pensait faire face à une menace existentielle, après que les forces égyptiennes ont traversé le Sinaï et détruit des colonnes de chars israéliens, tandis que la Syrie avançait. À ce moment-là, Nixon et Kissinger ont subi de fortes pressions pour autoriser un envoi massif d'armes. Et selon Jonathan Pollard, l'espion israélien qui avait infiltré le renseignement naval américain, il est aujourd'hui homme politique en Israël et ami de l'ambassadeur des États-Unis, Mike Huckabee. D'après une interview récente de Jonathan Pollard, les services de renseignement israéliens auraient emmené l'ambassadeur américain sur un aérodrome dans le désert du Negev. Là, il lui aurait montré un avion de chasse israélien équipé d'une arme nucléaire, en disant « Nous allons déployer une arme nucléaire contre l'Égypte, à moins que vous n'autorisiez cette livraison d'armes. » Autrement dit, chantage nucléaire, vol nucléaire et torture de lanceurs d'alerte. Voilà, selon lui, l'origine du programme nucléaire israélien. Et maintenant que tout cela est public, il est temps que les citoyens américains fassent pression sur leurs élus pour qu'ils ajoutent leur nom à cette lettre. Qu'est-ce qui a poussé ces 33 ou 39, je ne me souviens plus du chiffre exact, démocrates à écrire ça? Je pense qu'il y a surtout un profond dégoût face à la politique générale et face à la marge de manœuvre politique qu'ils ont désormais. Cette liberté nouvelle leur permet de dire au Congrès, comme dans la vie publique américaine, des choses qui étaient autrefois interdites à propos d'Israël et de cette relation spéciale.
pernicieuse, où les États-Unis protègent une puissance nucléaire secrète, tout en menant des guerres pour empêcher un autre pays d'obtenir l'arme nucléaire, alors même qu'il n'a pas de programme d'armement. La base du Parti démocrate s'oppose maintenant fermement à cette relation privilégiée avec Israël, à tel point que Rahm Emanuel, quelqu'un qui a perdu un doigt dans un accident de cuisine alors qu'il participait à un programme de jeunesse de l'armée israélienne un été, lui et son frère, agent artistique, tous deux entièrement dévoués à sauver coûte que coûte cette relation avec Israël, en sont réduits à proposer ce plan insidieux. Faire en sorte qu'Israël paye lui-même ses propres armes pour préserver la relation dans son ensemble. Le soutien de la base du Parti démocrate à Israël, tout comme celui des électeurs démocrates, est à un chiffre. D'après les sondages, la plupart des démocrates soutiennent désormais la Palestine plutôt qu'Israël. Donc, le masque est complètement tombé, avec Trump qui mène cette guerre aux côtés d'Israël. Comme l'a dit Pete Hegseth, tout ce que les Iraniens verront, ce sont les étoiles et les bandes du drapeau américain, et l'étoile de David dans le ciel. Ils peuvent donc dire ça maintenant, sans aucune conséquence. Et en fait, leurs électeurs vont les en féliciter. La raison pour laquelle tant de démocrates n'ont pas signé, c'est parce qu'ils répondent à la classe des donateurs. Je me demande si ces démocrates se rendent compte, je change un peu de sujet, Max, qu'il y a des gens à la Maison-Blanche qui gagnent de l'argent grâce à des opérations d'initiés basées sur les manipulations du marché par Trump. Oui, et ça nous ramène à notre discussion sur le projet Freedom qui a duré à peine 24 heures. C'était un échec total. Mais pour Trump et ses proches, pour ce qu'on pourrait appeler Trump Incorporated, c'était un énorme succès. Parce qu'au moment où Trump mettait fin au projet Freedom, tout à coup, quelque chose comme 7 traders ont pris d'énormes positions à la baisse sur le pétrole. Ils pariaient sur une chute du prix du pétrole. En réalité, ce n'était pas seulement 7, mais toute une série de traders. 7 heures après ces ventes à découvert, Axios a publié un article disant que les États-Unis et l'Iran étaient proches d'un accord et qu'ils examinaient un mémorandum de 2 pages venant de Washington. Et là, je pouvais vous dire dès le départ que c'était un mensonge total. Et je le savais, simplement à cause du nom qui figurait sur cet article. Cet article a été rédigé par Barak Ravid, le principal journaliste d'Axios sur les affaires israélo-palestiniennes et le Moyen-Orient. Il est basé à Washington, mais c'est un vétéran de l'unité de renseignement 8200 en Israël, un ancien réserviste israélien. Et ces 19 derniers jours, le principal porte-plume et relais de Jared Kushner, Steve Witkoff et Donald Trump. Barak Ravid a publié 5 fausses informations affirmant que les États-Unis et l'Iran étaient proches d'un accord ou que le conflit était en train de s'apaiser. Et à chaque fois, des paris ou des positions à la baisse sur le pétrole apparaissaient pour générer des profits d'initiés au bénéfice des proches de Trump. Il semble y avoir ici une coordination entre Ravid, ses employeurs chez Axios et l'administration Trump pour faire de l'argent au profit de Trump Incorporated grâce à cette guerre, tout en mentant au public. À chaque fois que ces articles sortent, les responsables iraniens les démentent, comme ils l'ont encore fait cette fois-ci. Mohammad Ghalibaf, le président du Parlement iranien, a appelé Axios Phosios, comme falsios. À 2 reprises, Ravid a monté ou publié des articles montés de toutes pièces pour plaider en faveur d'une guerre contre l'Iran. On parle donc d'un réseau de corruption dans lequel 2,8 milliards de dollars de profits issus de délits d'initiés ont été générés grâce à la diffusion de fausses informations, avec la complicité de Barak Ravid et d'autres sources. Le but, c'était de manipuler les marchés pendant que Trump perdait la guerre, détruisait l'économie mondiale et compromettait gravement l'avenir économique des Américains ordinaires,
qui doivent payer l'essence plus cher, surtout les travailleurs les plus modestes. Le ministère de la Justice affirme enquêter sur ces 2,8 milliards de dollars de transactions illégales. Mais ce sera, selon moi, la plus grande dissimulation qu'on ait jamais vue. Ils en font partie aussi. Mais c'est aussi un scandale qui implique l'un des journalistes les plus corrompus et discrédités de la planète, Barak Ravid. Et si vous regardez sa page sur Twitter, ou plutôt sur X, il est en train de perdre complètement pied en ce moment, parce qu'il vient enfin d'être démasqué. Mais il y a aussi Jared Kushner, Steve Witkoff et Donald Trump. Et un autre point que je devrais mentionner, on peut facilement écarter toute idée que Trump cherche à conclure un accord. Jared Kushner et Steve Witkoff, on sait très bien où vont leur loyauté. Ce sont en gros des atouts israéliens, et l'équipe de négociation iranienne le sait parfaitement. Le président du Comité de sécurité nationale du Parlement iranien vient d'expliquer à notre journaliste de The Grey Zone, Wyatt Reed, dans une interview exclusive, que les Iraniens n'ont aucune confiance en Witkoff ni en Kushner pour cette raison. Et ils viennent d'ajouter une nouvelle personne à leur équipe, Nick Stewart, de la Foundation for Defense of Democracies, qui est en fait une couverture israélienne à Washington. C'est cette organisation qui a conçu toute la politique de Trump, y compris son blocus naval, le projet Freedom. Nick Stewart, dans des propos que j'ai publiés après un débat avec Elliot Abrams, et un autre intervenant sur ce panel était le secrétaire du prince héritier Reza Pahlavi, Nick Stewart a déclaré qu'il était opposé à toute négociation avec l'Iran, même avec sa direction réformiste, pourtant très encline à conclure un accord avec les États-Unis, parce qu'ils font tous partie, selon lui, d'un régime totalitaire qu'il faut renverser. Attendez une minute. Il est contre les négociations, et pourtant il fait partie de l'équipe de négociation Witkoff-Kushner. Jared Kushner vient de nommer Nick Stewart pour conseiller Steve Witkoff sur le détroit d'Ormuz et sur ces questions-là. Ça, c'est la version officielle. En réalité, le but, c'est d'écarter J.D. Vance et de s'assurer qu'il n'y aura aucun accord conformément aux objectifs d'Israël que toutes ces personnes servent. Encore une fois, la Foundation for Defense of Democracies est le principal groupe de réflexion israélien à Washington. C'est elle qui a élaboré toute la politique de Trump, tout en écartant les esprits rationnels de son administration. Wow! Est-ce que vous avez encore 2 minutes pour nous parler de la liberté d'expression au Royaume-Uni? J'ai un peu plus de 2 minutes, si vous en avez aussi. Oui, enfin, il y a 2 affaires au Royaume-Uni, et je vais essayer de les résumer en 2 minutes, parce qu'elles illustrent... Je voulais dire ça au sens figuré. Tu peux prendre tout le temps que tu veux, Max. D'accord. Oui, je ne savais pas si vous aviez un autre invité. Il y a 2 incidents au Royaume-Uni qui montrent à quel point les droits des citoyens britanniques ont été rongés au point de non-retour par une classe politique complètement vendue et sous influence, dirigée, du moins en apparence, par le Premier ministre Keir Starmer. Le premier, c'est cette agression au couteau assez inhabituelle, impliquant un homme manifestement atteint de troubles mentaux, un immigré musulman au Royaume-Uni, qui aurait poignardé 2 juifs, et je dis « aurait », parce que c'est tout ce que les médias britanniques ont rapporté, dans le quartier de Golders Green, à Londres, un quartier à majorité juive. On a présenté cela comme une terrible attaque antisémite. Et cela a conduit Keir Starmer à prononcer une allocution nationale dans laquelle il a rejeté la faute, clairement et sans détour, sur les manifestations pro-palestiniennes. Et ceux qui manifestent, a-t-il dit, sont complices de tout ça et doivent être criminalisés et punis pour avoir prononcé des phrases comme « mondialiser l'intifada », laissant entendre qu'il appliquerait 14 ans de prison à quiconque dirait cela.
Ce que Starmer n'a pas mentionné, et que la police métropolitaine a passé sous silence, c'est que cet homme n'avait d'abord aucun lien avec le mouvement de solidarité avec la Palestine, et qu'il avait, plus tôt dans la journée, poignardé un homme musulman qui vivait dans le même appartement que lui. Et déjà, en 2008, il avait attaqué des policiers. Il faisait l'objet d'une surveillance dans le cadre du programme britannique Prevent, un programme de déradicalisation qui, de toute évidence, a échoué. Donc cette prétendue attaque terroriste ressemble bien plus à une agression aléatoire commise par un homme souffrant de troubles mentaux. Et ensuite, les médias britanniques ont accusé l'Iran d'être derrière cette attaque, en s'appuyant sur un groupe qui n'existe nulle part ailleurs que sur Telegram, appelé Ashab al-Yamin al-Islamiyya. C'est une chaîne Telegram qui revendique n'importe quelle attaque dans un quartier juif, même un simple vol de voiture, un incendie, peu importe ce qui se passe. Elle s'en attribue le mérite et déclare « Nous faisons partie de la résistance iranienne ». Mais qui se cache derrière une telle chaîne Telegram? Qui aurait intérêt à faire porter la responsabilité de toutes ces attaques à l'Iran? Évidemment, ce serait Israël. Et comme nous l'avons expliqué dans The Grey Zone, à travers une enquête publiée par Wyatt Reed, tout indique très clairement qu'il s'agit d'une opération des services de renseignement israéliens destinée à revendiquer ces attaques isolées et à en rejeter la faute sur l'Iran. Et puis, on a par exemple le Telegraph britannique, le Times de Londres, et maintenant Keir Starmer lui-même, qui reprennent ce discours et accusent l'Iran. Ils affirment qu'il s'agit d'attaques motivées par l'idéologie, destinées à réduire au silence ce qu'il reste des libertés d'expression des citoyens britanniques, à faire taire le mouvement de solidarité avec la Palestine au profit d'Israël, parce que l'establishment britannique craint de perdre le contrôle. Le deuxième cas, c'est celui des Filton Six, ces militants de Palestine Action, qui ont été jugés pour avoir tenté de fermer et d'occuper une usine appartenant à Elbit Systems, une entreprise d'armement israélienne détenue par l'État. Il y a ces usines un peu partout au Royaume-Uni et Palestine Action, qui est un groupe d'action directe contre le génocide, a réussi à faire fermer des usines d'Elbit Systems, directement impliquées dans le génocide à Gaza et maintenant dans la guerre en Iran. Ce procès, comme nous l'avons rapporté dans The Grey Zone et comme on en a déjà parlé, a été une véritable mascarade. Le verdict est tombé. Parmi les 6 accusés, je crois que 4 risquent maintenant de longues peines de prison. L'un d'eux est poursuivi pour coups et blessures graves. Et pourtant, le jury n'a pas eu le droit de savoir que le juge pouvait les condamner pour terrorisme, afin de faire interdire tout le groupe en le classant comme organisation terroriste. Les prévenus n'avaient pas le droit de mentionner la cible de leur activisme, à savoir Elbit Systems. Ils n'avaient pas non plus le droit d'utiliser le mot « génocide », ni de parler de la situation à Gaza pendant le procès. Et des citoyens britanniques, à l'extérieur du tribunal, ont été arrêtés simplement parce qu'ils tenaient des pancartes rappelant aux jurés leurs droits, en vertu d'un principe inscrit dans la loi britannique, qu'on appelle l'équité du jury, c'est-à-dire le droit d'acquitter un prévenu selon leur conscience. On a donc vu des dizaines de citoyens britanniques brandir ces pancartes pour informer les jurés de leurs droits et se faire arrêter devant le tribunal. Voilà à quel point Israël et l'influence israélienne au Royaume-Uni ont érodé et déchiré les droits des citoyens britanniques, dans un pays qui, contrairement au nôtre, n'a pas de premier amendement. Et je devrais le préciser, c'est un peu une info de dernière minute. Le juge dans ce procès, le juge Jeremy Johnson, ancien avocat du MI6 et de la police métropolitaine, vient d'être promu quelques heures après le verdict. C'était très clair que tout était joué d'avance. Et la raison pour laquelle je pense qu'il est important d'en parler, juge surtout dans une émission qui s'appelle Judging Freedom,
où vous êtes si attaché aux droits constitutionnels des Américains, c'est que si on regarde le Royaume-Uni, c'est là, selon moi, que la partie de notre direction politique achetée et financée par le lobby israélien veut emmener notre pays. Et tout ce que nous avons pour les en empêcher, c'est la Constitution. To stop them is the Constitution. Eh bien, on pourrait presque appeler cette émission d'aujourd'hui The Grey Zone sur Judging Freedom, parce que tu as été, disons-le, une vraie pile électrique avec ta façon si claire de raconter toutes ces histoires incroyables que les grands médias refusent complètement de traiter. Merci beaucoup, Max. Le temps me manque pour revenir sur tous les détails de ce que tu as évoqué, mais notre audience est immense. Et elle va continuer à grandir de façon exponentielle grâce à ta compréhension exceptionnelle et à ta manière brillante d'expliquer tous ces événements. Merci, mon cher ami, tous mes vœux. Transmets aussi mes salutations à ta famille. On a hâte de te revoir. Merci beaucoup, monsieur le juge. Merci de m'avoir accordé un peu de temps. Bien sûr. Il est vraiment incroyable, avec sa maîtrise des faits et sa façon de les exposer de manière aussi convaincante. Demain, en fin de semaine et en fin de journée, à 16h, avec Larry Johnson et Ray McGovern, votre table ronde de la communauté du renseignement, le juge Napolitano pour Judging Freedom. Judge Napolitano for Judging Freedom.